Comment réunir pacifiquement la Chine et Taïwan? La plus grande menace qui pèse sur la paix mondiale viendra du choix que fera la Chine pour régler la question de Taïwan. Celui de la manière brutale, comme elle a fait au Tibet en 1951, ou celui de la manière douce, comme elle a fait avec le Portugal en 1999 pour récupérer Macao après 4 siècles d'occupation portugaise, et avec la Grande-Bretagne entre 1984 et 1990 pour récupérer Hong Kong après 1 siècle et demi de protectorat à l'horizon 2047. Ce qu'elle a fait au Tibet ne dérangeait pas l'équilibre international des intérêts, ni par conséquent la paix mondiale. Mais si elle opte pour la manière forte pour soumettre Taïwan, elle déclenchera à coup sûr une guerre mondiale à laquelle tous les pays de l'Indo-Pacifique se préparent déjà. Quand un pays envisage une guerre, il ne la déclenche pas sous une bouffée de chaleur ou sur un coup de sang, mais après avoir calculé le niveau des pertes de toutes sortes qu'il peut supporter. La Chine, qui est régie par une pensée plurimillénaire, le sait. Que faire en effet d'une île si le prix de sa conquête implique la destruction de tout le territoire continental? La Chine a négocié avec la Grande-Bretagne la récupération sans heurts, sans violence, du territoire de Hong Kong, 1100 km². Mais elle n'a pas pensé à négocier avec la population de Hong Kong, qui a vite exprimé son refus de vivre sous un régime politique communiste, d'où des soulèvements fréquents. De même, la majorité des Taïwanais ne veulent pas renoncer à leur système démocratique pour se retrouver sous l'autorité du Parti communiste chinois. Ces deux populations n'ont jamais connu le système communiste et ne peuvent pas accepter de gaieté de cœur de passer d'un système politique libéral et démocratique au système du parti unique. Elles ne conçoivent pas un avenir autoritaire après avoir baigné dans la démocratie. Elles ont goûté aux fruits paradisiaques, la liberté, et n'entendent pas se résigner au goulag. L'économie de Hong Kong et celle de Taïwan représentent pour la Chine d'importants atouts, et leur population une ressource humaine éduquée, performante et compétitive. Ce sont de véritables bijoux économiques, financiers et technologiques. Les choix qui s'offrent au gouvernement chinois pour régler la question de Taïwan ne sont pas nombreux. Écoutez la voix de la force ou celle de son philosophe stratège Sun Tzu, dont on a parlé dans d'autres enregistrements. Personne au monde n'est qualifié pour leur donner des leçons, car ce peuple et ses dirigeants ont réalisé depuis l'Antiquité et tout récemment encore de véritables prouesses dans tous les domaines. Mais le risque d'une guerre mondiale qui nuirait à l'ensemble de l'humanité autorise toute conscience animée par l'idée du bien commun et croyant aux idéaux universels à contribuer à la réflexion sur les moyens d'éviter une guerre mondiale qui dégénérerait à coup sûr en guerre nucléaire. La Chine s'est convertie de son propre gré au libéralisme économique dans les années 1980, avec une réussite économique qui soulève le respect et l'admiration. Mais elle reste hermétique à l'idée de changer de système politique. Les étudiants et intellectuels pékinois qui, au printemps 1989, ont eu le courage de braver les chars pour revendiquer la démocratie, étaient une infime minorité dans l'océan humain chinois. Mais ils n'étaient pas regroupés dans un territoire s'apparentant à un pays comme les Taïwanais. Au lieu de ne proposer aux Chinois de Taïwan que l'option de la force pour réaliser la réunification, la Chine mère, qui s'honore d'avoir donné au monde Confucius et Sun Tzu, pourrait proposer une option inspirée de la sagesse de ces deux grands hommes. Proposer aux Taïwanais et aux Hongkongais de construire ensemble un ordre politique commun dans une Chine démocratique réunifiée. C'est une question de quelques référendums et l'affaire est faite. Quelles que soient les objections à cette idée, c'est toujours mieux qu'une guerre nucléaire qui réduirait la Chine, ses extensions et beaucoup d'autres co-belligérants à néant.